Jérémy Ferrari, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Jérémy Ferrari, je suis humoriste et je suis en direct sur Skyview. Sur Skyview, c'est ça? Thinkerview. Thinkerview. Ah, c'est pas. Je croyais que c'était plus mégalo. Je pensais que tu avais mis ton nom dedans. Non, on est une team, on peut pas être mégalo, on laisse les égos de côté ici. Vous avez fait un spectacle qui n'est pas récent, mais qui est sorti il y a combien de temps? Ça s'appelle Vente d'un 2 pièces à Beyrouth. Comment ça s'appelle? Vente de pièces à Beyrouth. Vente de pièces à Beyrouth, on l'a lancé il y a 3 ans à peu près. Donc oui, c'est plus récent maintenant. D'ailleurs, on a terminé la tournée. On a terminé la tournée en France le 14 février dernier. Et puis après, on a continué, on a refait quelques dates aux États-Unis, au Canada. Et puis là, j'ai fait la dernière à Montréal il y a quelques semaines. Et maintenant, c'est terminé. Vous avez bossé 2 ans la géopolitique? Ouais, alors, le niveau, le niveau avec lequel j'ai démarré, on ne peut pas vraiment dire que j'ai bossé 2 ans de la géopolitique parce que le tout démarrage du travail, c'était déjà reprendre vraiment les bases de géographie et d'histoire. Parce que comme je ne suis pas vraiment allé à l'école, il a fallu que je reprenne. Je crois qu'on a redémarré au niveau 6e. Donc il y a eu d'abord une remise à niveau. C'est-à-dire, j'ai travaillé à la géopolitique, on a l'impression que j'ai commencé sur des trucs hyper compliqués, mais j'ai d'abord juste repris un peu les bases en fait, du truc. Et puis, au fur et à mesure, on est allé vers des choses un peu plus complexes. Après, je voulais pas. Le but, c'était pas de devenir un expert en géopolitique. C'était vraiment de comprendre les grandes lignes de ce qui pouvait se passer un peu partout dans le monde. C'était ça le but. Donc ça consistait en quoi? Vous avez lu des bouquins, vous avez pris des cours, vous avez été à la fac, vous avez rencontré des géopolitologues, vous avez rencontré des gens de l'armée, vous avez rencontré quoi? En fait, j'ai d'abord rencontré un professeur de géopolitique qui s'appelle Jean-Antoine Duprat. Enfin, c'est pas un professeur de géopolitique, mais c'est un professeur, en tout cas, d'histoire, etc., que j'avais rencontré un peu par hasard sur un salon du livre. Et puis je lui ai expliqué un petit peu que j'étais dans une démarche, que j'allais écrire un nouveau spectacle et que j'avais besoin de cours d'histoire, de géographie, etc., etc. Et puis, on était resté un petit peu en contact, et donc, du coup, lui, il a commencé à me donner des cours. Alors, les cours... Vraiment, moi, je veux vraiment travailler de manière chronologique parce que je pense que c'est important. De la même manière que j'écris de manière chronologique. Quand j'écris un spectacle, je peux pas, si je bloque sur le début, j'écris pas une vanne du milieu et tout parce que pour moi, pour qu'un spectacle soit cohérent, il faut que la pensée soit cohérente et une pensée découle toujours d'une autre pensée. Alors, je pense que pour arriver à garder une sincérité, etc., il faut travailler de manière chronologique dans ce qu'on fait. Donc j'ai vraiment repris les bases, vraiment les bases de l'histoire, et j'ai commencé au plus loin possible. Et puis au fur et à mesure, j'ai avancé. Et en parallèle de ça, effectivement, j'avais toute une bibliographie à lire. La bibliographie, j'ai pris conseil auprès de plein de gens différents, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que je me dis toujours que quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, de toute façon, elle a sa propre façon de voir les choses. Et moi, ce que je veux, c'est avoir plein de points de vue différents pour essayer. Je dis bien essayer, d'être au maximum objectif. Donc j'avais une bibliographie, certains bouquins qui étaient conseillés par mon prof, d'autres par des journalistes de guerre, d'autres par des amis, d'autres... Donc, voilà. Et ensuite, une fois que j'avais un petit peu de matière, que j'avais une petite idée générale des sujets que je voulais traiter, là j'ai fait des rencontres. Donc si je prenais un thème ou un sujet, n'importe quoi, et puis j'essayais de savoir qui je pouvais rencontrer, qui pouvait m'en dire plus. Donc j'ai rencontré des photographes de guerre, des journalistes, j'ai rencontré certains politiques, j'ai rencontré effectivement des militaires aussi. Donc j'ai fait tout un tas de rencontres comme ça, qui étaient plus ou moins enrichissantes, mais en tout cas, toujours quand même... Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont pas forcément apporté quelque chose dans le contenu, mais qui par contre dans l'énergie qu'ils avaient, dans ce qu'ils dégageaient, m'ont permis aussi de ressentir certaines choses. Parce que quand on parle de la guerre, c'est très compliqué, il faut... C'est déjà vachement dur de monter sur scène. On a peur. Et après, personne ne nous a forcé. Je veux dire, c'est un très beau métier, mais je veux dire, on a déjà, c'est flippant de monter seul sur scène. Et quand on a des propos comme je peux avoir, c'est. Ils sont comment les propos? Les propos, on va dire des propos qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, qui peuvent être mal pris, qui peuvent. Alors il y a les vannes. Ça, les vannes, je les assume parce que ça, c'est mon humour. Après, moi, je suis pas un intellectuel. Donc, quand on va sur des sujets comme la
la géopolitique, donc la guerre, etc., c'est très compliqué parce que chaque personne a l'impression d'avoir raison. Et quelque part, ils ont tous raison parce que ils ont un contexte qui fait que ils ont une argumentation à peu près cohérente. Vous prenez deux ennemis, je veux dire, vous parlez avec un, le premier vous dit ah putain c'est vrai que quand même ce mec a raison. Clairement ce mec a raison parce que lui c'est vraiment un mec bien. Puis après vous allez parler à l'autre. Du coup, avec un peu d'a priori, parce que l'autre vous a tellement convaincu. Et vous allez voir le deuxième, puis vous apercevez que lui aussi, c'est un mec bien. Et puis après, vous étudiez un peu le truc et vous vous rendez compte que les raisons pour lesquelles ces deux mecs se font la guerre ne sont pas les raisons officielles. Et toi, tu dis, mais en fait, ce mec est un mec bien, lui aussi, c'est un mec bien. Quel est l'enfoiré, en fait, qui a mis ces deux mecs l'un en face de l'autre, tu vois? Alors, parfois, de rencontrer des gens, de ressentir leur colère ou leur détresse, ça te donne de la force pour aller défendre tes propos sur scène. Parce que si juste tu donnes ton avis et que tu as lu dans des livres, c'est bien, ça te donne des arguments, ça te donne des mots, mais ça ne te donne pas l'énergie, tu vois. Et c'est bien d'aller à la rencontre des gens, parce que ça te donne de la force pour affronter la scène avec des propos qui peuvent ne pas plaire. Quand quelqu'un se lève en disant « je ne suis pas d'accord », ben toi, tu as eu suffisamment d'énergie autour de toi pour savoir que tu es en train de faire quelque chose de bien et pour pas t'écrouler. C'est de l'éducation populaire. Pardon ? C'est de l'éducation populaire. Je crois que l'éducation ne peut pas être autre chose que populaire. Pour moi, à partir du moment où quelqu'un ne comprend pas quelque chose, c'est la personne qui explique qui est responsable. Par exemple, quand on dit géopolitique, on ne va pas faire un spectacle sur la géopolitique, ça n'a pas de sens. On ne peut pas se marrer avec de la géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'on a mis dans la tête des gens que géopolitique, tout de suite, ça devait être hyper compliqué. Pourquoi, quand on dit à un mec géopolitique, pourquoi ça lui semble tout de suite, oh putain, tu dis à n'importe quel géopolitique, t'as un recul, tu dis, oh là là, on a l'impression que c'est... Pourquoi on a mis ça à la tête des gens ? Pourquoi il y a certains thèmes, dès que tu en parles, les gens s'éloignent ? Parce qu'on ne veut pas que les gens s'approchent. On n'a pas envie que le savoir soit accessible. On n'a pas envie de dire aux gens que tout est simple à comprendre. Le système. C'est ça qui est bien dans ce système. On va dire, le système c'est vague et le système c'est large. Oui, c'est vague et c'est large, parce que oui, le système, qu'est-ce que c'est le système ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est le système ? Personne ne peut vraiment définir le système. En tout cas, il y a un système qui est là, qui régit des choses, qui a instauré des lois. Et ce qui est formidable avec ce système, c'est que c'est jamais de la faute de personne. Et de manière effective, c'est jamais de la faute de personne. Il y a des contre-exemples. Mais dans les... On va dire que si on considère que ce système a plusieurs couches, dans les premières couches, vous avez vraiment des gens qui vous disent « ce n'est pas ma faute ». Parce que les prises de décision sont suffisamment dispatchées pour que les personnes qui prennent ces décisions n'aient pas l'impression que c'est à cause d'eux qu'il arrive quelque chose. Donc, ils sont, avec un tout petit peu de rationalisation, ils arrivent très bien à vous dire « ce n'est pas de ma faute ». Et concrètement, oui, c'est pas de leur faute. Ils participent à un truc qui engendre un autre truc, qui engendre un truc, qui engendre un autre truc. Donc, c'est à la fois terrifiant et à la fois... Non, en fait, je crois que c'est juste terrifiant. En fait. Donc vous abordez pendant ce spectacle tout un tas de thèmes, vous crachez un peu la gueule de tout le monde, de toutes les opinions, vous leur marchez à pieds joints dessus. Ça passe déjà par un humour de classe piquant. C'est-à-dire les beaufs de province, ils en prennent pour leur grade quand même un peu, non ? Je sais pas si c'est les beaufs de province, parce que j'ai le même texte à Paris, donc je crois que pour le coup, pour moi, ça c'est des notions qui n'existent pas. Il n'y a pas d'humour de classe ? Je crois pas. Enfin, si tu es un humoriste d'une certaine classe, tu vois, mais moi je vois pas. En fait, déjà les classes, si tu veux, j'ai jamais. C'est vraiment des. Je te jure, je dis pas ça pour faire genre. Je suis très sérieux. C'est pas des choses qui pour moi existent réellement. Pour moi, t'as juste. Non, je sais pas. Naïvement, quand j'étais ado, je disais juste. Il y a les pauvres, il y a les riches, et puis il y a ceux au milieu. Enfin, pour moi, ça s'arrêtait là. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que les classes n'existent dans la vie et dans la tête
que de gens qui font partie d'une classe. Mais je ne crois pas que ça en fasse une classe. Je crois que ça en fait une partie de gens qui s'estiment au-dessus des autres, en fait. Je ne crois pas qu'il y ait de classe. Je crois juste qu'il y a des mecs qui se la racontent et qui disent nous faisons partie d'une classe supérieure. Parce que il n'y a jamais de mecs qui disent on fait partie d'une classe inférieure, d'ailleurs. Il n'y a que ceux qui pensent faire partie d'une élite qui parlent de classe. Donc, en fait, c'est juste des communautés qui se la racontent. Le Bataclan, vous l'abordez dans le spectacle tout au début. C'est dur d'aborder ça juste après le Bataclan. Est-ce que les gens flippent? Est-ce qu'il y a un service de sécurité particulier? Est-ce qu'il y a un service de protection aux personnalités qui vous suit? Est-ce que vous avez reçu des menaces des islamistes? Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des gens qui surveillent de l'intérieur vos salles de Je ne sais pas si je vais retenir toutes les questions. de concert? Ouais, ça tombe bien, j'ai fait des notes. Ça a été... le Bataclan, ça a été... bon, déjà, évidemment bouleversant. Je veux dire, comme tout le monde, on ne peut pas ne pas être bouleversé par ce qui s'est passé. Donc déjà, c'est un choc. Et après, moi, je me retrouve bien emmerdé. Parce que 3 mois après les attaques, je dois être sur scène, à Paris, avec Vent de pièces à Beyrouth. Donc moi, j'ai fini d'écrire le spectacle, je suis en répétition, je suis en train de peaufiner mon texte, d'apprendre, voilà. C'est un spectacle sur la guerre, sur le terrorisme, etc. Donc, il se passe ça. Je n'ai aucune autre possibilité que d'en parler, parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi j'en parle pas, et comment j'en parle. Parce que moi-même, je suis encore quand même choqué du truc, tu vois. Comment moi, je trouve le recul pour en parler, et comment faire pour faire rire les gens là-dessus. Donc j'avoue que je suis quand même vachement perdu, parce que pendant plusieurs semaines, je ne sais pas du tout quoi faire. Je ne sais pas du tout comment... Alors j'essaie de revenir à la base de ce que je fais, enfin pas que de ce que je fais, de ce qu'est cet humour, qu'on peut appeler humour noir ou humour provoque, enfin on peut appeler ça comme on veut. Et je me dis, bon... Et je me rappelle d'un truc que je disais toujours aux programmateurs de télévision, de radio, au début, quand je démarrais, qu'on voulait me censurer ou qu'on me recevait pas ou quoi. Qui voulait vous censurer? Qui voulait me censurer. En fait, c'est même pas qui voulait me censurer, c'est que j'étais pas reçu du tout. Moi, le démarrage, c'était très simple, c'est que on me prenait même pas dans des festivals d'humour. Donc, même des petits plateaux le samedi dans certains théâtres où t'as genre 7-8 humoristes par semaine, tu vois. Même ça, j'étais pas pris. Donc, il y avait même pas de censure au départ. Il y avait juste, j'étais pas invité nulle part. Et je me rappelle un peu plus tard, quand il a fallu de temps en temps que je me batte pour imposer un texte ou pour quand des fois il y a eu des craintes sur certains textes, etc. Ce qui est totalement normal. Je veux dire, toutes les émissions que j'ai travaillées, de temps en temps, il y a eu des gens qui ont dit putain, ça, t'es sûr? On m'a jamais coupé, mais il y a eu de temps en temps des discussions, c'est normal, c'est partie du jeu. Et en fait, mon argument, c'est toujours leur dire, mais comprenez en fait que si tu fais une vanne sur un sujet grave, si tu fais une vanne qui est méchante, on va dire à 100%, elle est 100% méchante. Elle est 100% méchante, donc quelque part, elle est crédible. Tu vois, c'est possible d'être 100% méchant à un moment donné. Donc, si tu veux permettre aux gens de pouvoir rire, il faut que ce soit 200% méchant. Parce que si tu es 200% méchant, c'est impossible. Même la plus grosse des pourritures, elle va pas montrer à 200% qu'elle est une pourriture. Elle va le montrer à 100%, mais elle va toujours avoir un petit peu de retenue. Donc, si tu es à 200%, ça devient tellement méchant que c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, c'est absurde. Donc, si c'est absurde, c'est drôle. Et c'est comme ça que tu peux faire marrer les gens avec. Alors que quand tu réduis un peu la voilure et que tu vas à 80%, là, ça devient très gênant. Parce que là, tu dis, pourquoi il a 80%? C'est qu'il y a quelque chose à se reprocher, tu vois. Pourquoi il a réduit? Pourquoi il est gêné? Donc du coup, la démarche n'est pas bonne. 100%, c'est un peu ambigu. 200%, bon... Soit tu vas dire « Ah, il abuse, ça me fait pas rire », mais tu vas pas te dire « Le mec le pense », tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait avec le Bataclan. J'ai dit « Ok, alors ce que je vais faire quel est le pire truc que je puisse faire ?» Eh ben, c'est d'arriver sur scène, de dire aux gens « On va se faire attaquer, c'est sûr. » Ce qu'ils ont fait au Bataclan, le public s'est très mal comporté, vous pouvez faire beaucoup mieux. Je veux être fier de vous, je veux que vous mouriez avec de la classe, je vais vous expliquer comment on va faire. Et du coup, je descends dans la salle, je prends un spectateur, je le mets chef de sécurité, parce que je dis, les gens, il faut toujours qu'ils aient un chef, sinon ils font n'importe quoi. Et puis là, je rentre dans l'absurde. J'imagine avec le spectateur comment on désarme un terroriste, etc. Et je fais ça pendant 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce que c'est pareil.
j'ai tout poussé en fait. C'est-à-dire j'ai dit je vais tout pousser au maximum. Donc je démarre le spectacle avec, je me moque de ce qui s'est passé comme si j'en avais rien à foutre, mais de la pire manière qui soit. Je leur dis qu'ils vont mourir. Je prends un mec dans le public, je le fais monter sur scène, je lui dis tu vas désarmer un terroriste, s'il y a une attaque, c'est toi qui t'en occupes, tu vois. Et j'ai tout poussé au maximum. Ce qui fait que je crois que c'est ça qui a marché, parce que je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui ont été choqués. Hein. Il y a des gens, évidemment qu'il y a des gens qui sont choqués. Je veux dire, même moi, que j'ai fini d'écrire le texte, j'étais choqué. Tu vois, la première fois que j'ai vu le spectacle en vidéo, je me rappelle, je dis, oh, putain, quand même, c'est chaud. Parce que, mais t'as pas le choix, tu vois, parce que sinon quoi, en fait. Moi, j'ai fait une promesse aux gens. J'ai dit, j'essaierai d'être toujours le plus sincère possible et le plus, j'irai au maximum de ce que je pense être bien. Alors, je me suis dit que là, le maximum, c'était ça, donc je l'ai fait. Et si je m'étais planté, ben, écoute, si ce soir-là, le premier soir, les gens ne riaient pas et que si j'avais senti à ce moment-là un malaise, j'aurais dit, ok, on coupe et je réécris autre chose, tu vois. Mais j'ai fait confiance aussi aux gens. Il faut aussi faire confiance aux gens. Ils sont pas bêtes, tu vois. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Et en fait, comme les gens arrivent dans un théâtre, se font fouiller, tout le monde flippe. Je veux dire, quand il y a eu ça, moi, les ventes se sont arrêtées, net. J'avais une tournée qui était ouverte, tu vois. Les ventes se sont arrêtées net. Les promos ont été annulés, parce qu'évidemment, moi, je devais faire des promos pour annoncer le spectacle, un truc sur le terrorisme. Tout le monde m'appelait, me disait, non, tu vas pas venir là parler de ton one-man show sur le terrorisme, tu vois. Donc, c'était vraiment chaud, quoi. C'était vraiment chaud. Donc je me suis dit, ben, c'est maintenant que tu es nécessaire, en fait. Montre aux gens que tu peux être fort sur ce truc. Montre-leur que tu es là, pour eux. C'est ça que tu as voulu être. Alors, soit à la hauteur de ce que tu as promis aux gens et de ce qu'ils te donnent, soit ça. Réfléchis pas et fais-leur confiance. Et voilà. Mais bon, avant la première, enfin, laisse tomber. Il y avait un service de sécurité particulier. Est-ce que les services de sécurité intérieure vous ont contacté? Est-ce qu'il y a eu des gens armés dans la salle au cas où? Non, on a eu un service de sécurité qui était renforcé, bien sûr, parce que dans tous les théâtres, c'était renforcé. Mais on n'a pas eu plus. On n'a pas eu plus que d'habitude. Parce que c'est du hasard. Comme tu sais que le hasard peut frapper, tu sais que ce hasard existe, alors tu fais en sorte, si ce hasard tombe sur toi, d'être prêt. Mais ça reste du hasard. Donc si tu vis en te protégeant en permanence du maximum qui puisse t'arriver à cause du hasard, tu bouges plus, en fait. Donc du coup, on essaie d'être dans la mesure, c'est-à-dire de se dire, bon, ok, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, donc on se prépare. Mais on se prépare comme on se prépare à n'importe quel autre truc dramatique qui peut arriver. Mais on ne rentre pas dans une paranoïa. Parce que si on rentre dans une paranoïa, ça dessert tout. Est-ce que le Bataclan, c'est le résultat de notre politique extérieure mégalomane, schizophrénique, agressive? Je crois qu'il n'y a jamais une seule... il n'y a jamais une seule raison. Il n'y a jamais une seule... c'est toujours une multitude de choses. Je crois que c'est ça le problème, souvent. Qu'est-ce que tu penses de la politique étrangère française? Je pense que... c'est une question très vague, parce que ça dépend sur quel sujet, ça dépend à quelle époque, ça dépend... Ah ben l'Arabie Saoudite, je le dis clairement dans le spectacle. Pour moi, on peut pas accepter, avec ce qui se passe là-bas, on ne peut pas accepter que ces gens soient à l'ONU, on ne peut pas accepter de leur remettre une légion d'honneur, etc. C'était bien avant l'affaire Khashoggi, en plus, le spectacle. Oui, bien avant. Bien avant, mais parce que le problème, en fait, c'est... Le problème, en fait, c'est qu'à force de mentir aux gens, à force d'être toujours, en fait, en train de les manipuler, la Légion d'honneur... Hollande, c'est presque si il l'a pas caché en lui serrant la main comme ça pour pas qu'on la voie. Enfin, en fait, tu peux pas être en permanence en train de taxer les gens, de leur prendre leur liberté, de les accuser,
de les culpabiliser. En fait, on ne fait que ça. Tu culpabilises les gens en permanence. Tu sais, quand j'ai commencé à faire les sketchs sur les handicapés à la télévision, avec les handicapés, c'était aussi pour ça. Je ne comprenais pas comment tu pouvais être en permanence en train de culpabiliser les gens. Tu sais, leur mettre une pub en montrant un enfant qui n'a pas de jambes et en lui disant « Et toi, tu peux faire du vélo ?» Alors donne. Mais putain, mais laissez les gens tranquilles. T'es pas obligé d'aller chercher ces trucs-là pour que les gens donnent. Les gens sont gentils, les gens sont généreux. Il y a des enfoirés, il y a des racistes, il y a des homophobes, il y a des misogynes. Mais putain, ils sont pas majoritaires. C'est pas parce qu'ils sont minoritaires qu'il faut pas se battre contre eux. C'est ce que je fais, tu vois, de ma petite manière. Mais arrêtons en permanence de niquer les gens. C'est quand même une Qui c'est qui les nique? Mais ce putain de système, et les responsables sont ceux qui sont dans ce système, qui le dirigent, ou qui le font, ou qui le commandent, quoi qu'ils en disent. À partir du moment, la neutralité dans un système qui détruit les autres, c'est pas de la neutralité. Donc, quand à un moment donné, tu sors de chez toi, tu prends ta bagnole, tu payes. Tu passes à un parc-mètre, tu payes. Tu rentres chez toi, tu vas dans un parking souterrain, tu payes. Tu ouvres ta vitre parce que machin, tu payes. T'as pété un truc, tu payes. Tu fais en fait que, en permanence, être taxé, et en contrepartie, on te culpabilise, on t'enlève tes libertés. Comment? Par 1 milliard de petites choses. Tu sais, par exemple, on me dit des fois, par exemple, c'est déjà arrivé qu'on me dise « Ah oui, mais c'est aussi aux gens d'aller chercher l'information. C'est aussi aux gens de se bouger, d'aller chercher l'information. » Ça, c'est trop facile de dire ça. Parce que quand est-ce qu'ils font ça, les gens, en fait? Quand tu bosses dans une usine et que ton boulot... Dans une mine? Dans une mine. Et que ton boulot, par exemple, c'est de trier les boulons. Tu fais ça toute la journée. C'est pas le truc le plus épanouissant, mais tu le fais. Tu peux quand même être fier de ton taf et tout, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est quand même difficile. Tu fais ça, tu gagnes. Que dalle. On va dire oui, c'est des magots. J'en ai rien à branler en fait. En fait, ça, les gens qui me traitent de démago en permanence, j'en ai vraiment rien à foutre. Parce que je pense que la démagogie, ça devrait être une philosophie de vie. Ça devrait être obligatoire la démagogie, parce que souvent quand même, ça te permet quand même de te rappeler quand même des bases qui sont assez fondamentales. Donc ce mec, il fait ça toute la journée. Il doit prendre le bus ou je sais pas quoi. Il a 1h30 de bus pour rentrer chez lui. Il travaille de nuit, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et ce mec-là... Ta vie de merde, quoi. Voilà, une vie compliquée comme ça. Et ce mec-là, il a... Parce qu'il doit s'occuper des enfants, en tant qu'homme, il a plein de choses à faire. Donc il a 3 heures le samedi. Pour Fort Boyard. Je crois que... Qu'est-ce qu'il a comme possibilité pour aller chercher l'information? Il a quoi? La presse? Non. De toute façon, la presse, elle te dit ce que tu as envie d'entendre. La télévision, on ne peut pas trop faire confiance non plus. On sait qu'il y a des trucs vrais et des trucs pas vrais. Donc alors, comment tu fais le tri? Parce que lui, il a que 3 heures. Mais il a 3 heures. Il peut prendre de l'information, mais il n'a pas le temps de faire le tri. Il n'a pas le temps. Puis samedi d'après, de toute façon, l'information, elle a changé. Donc voilà. Donc il trouve où le temps, en fait? Il va où? Il va acheter un bouquin à la bibliothèque, un truc à 20 balles, mais il peut pas. Il peut pas. Les 20 euros, il a besoin pour autre chose. Donc il peut pas. Donc qu'est-ce qui lui reste comme choix? Arte? Ou de la presse totalement intello et élitiste, on comprend que dalle quand on lit le truc. Donc l'information, elle est soit inaccessible, soit totalement embrumée dans des mots totalement incompréhensibles par cette classe dont on parlait tout à l'heure, d'intellectuels qui estiment que c'est à toi d'aller chercher la définition du mot, et si tu n'as pas le temps de le faire, ben, c'est que tu mérites de travailler dans une usine et puis d'être dans ta vie. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on fait en sorte que les gens n'aient pas le temps, ou pas l'énergie, ou pas l'envie, et je les comprends, d'aller chercher l'information. Donc, qu'est-ce qui te reste? Tu es à l'école. On te dit, tu fais tes études, et puis alors, tu arrives en 4e, en 3e, là, on commence à te dire, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je ne sais rien, j'ai 14 ans, 13 ans, 12 ans, j'ai un bébé, qu'est-ce que j'en sais? Alors nous, on va te dire, déjà par rapport à tes notes, tu vas aller dans telle catégorie. Mais attendez, parce que moi, ce que je voudrais, c'est être mathématicien. C'est être, j'en sais rien, je veux être astrophysicien. Mais pas du tout, Benjamin, n'importe quoi. Tu as 8 en maths, tu as 17 en français, tu vas aller en L. Mais il a 8 en maths là maintenant. Peut-être que quand tu lui donnes de l'astrophysique, il va avoir 19 en maths, on n'en sait rien, tu vois. Mais déjà, dès le départ, on te met dans des classes. On te dit, toi, tu vas en
L, toi tu vas en S, toi tu vas en ES, toi tu vas en machin. Personne ne comprend rien de ce que ça veut dire. Mais bon, tu te retrouves dans un truc où tu es obligé de faire quelque chose. Alors, évidemment, ce système qui partitionne comme ça, déjà c'est dramatique, mais c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est qu'en fait, on dit dès le départ aux gens qu'il faut éviter l'échec. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'en gros, on te dit, mais Benjamin... En France. En France, oui, bien sûr. Benjamin, mais pourquoi est-ce que tu veux aller faire des maths, puisque regarde, tu as 8 en maths? Tu vois? Donc, on te met dans la tête qu'il faut suivre la facilité et ce pourquoi tu as soi-disant des aptitudes. On t'explique pas du tout que peut-être que plus tard, si un sujet t'intéresse, tu peux être le meilleur dedans, etc. Non, non, on te dit qu'il faut éviter l'échec. En permanence, éviter l'échec. Moi, je trouve que ça, c'est une erreur. Éviter l'échec, apprendre à nos enfants à éviter l'échec, je pense que c'est une connerie. Il faut avoir des échecs. C'est important. Il ne faut pas forcer les gens à être dans une réussite. Parce que si tu forces les gens à être dans une réussite permanente, il y en a beaucoup qui vont choisir la facilité. Parce qu'ils vont avoir l'impression que s'ils ont une fois un échec, ils vont porter l'échec sur leur visage à vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne tentent rien. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui disent « j'aurais dû, j'aurais pu », etc. On parle un petit peu de l'investissement responsable, de la grosse Christine, de Dassault, des produits financiers. C'est une histoire vraie? C'est pas une histoire vraie? C'est quoi? Non, c'est pas une histoire vraie. Non, c'est pas une histoire vraie. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans le spectacle, je raconte que c'est le point de départ où je dis qu'en gros, j'ai commencé à gagner de l'argent. Moi, je sais pas quoi en faire. J'en sais rien. J'en sais rien parce que tout dépend de ce que tu appelles... Ben attends, ça dépend en fait de ce que tu appelles gagner, parce que tu as ce qui rentre dans une société et tu as ce qui rentre pour toi. Tu payes tes impôts en France? Oui, bien sûr. Ben, ou d'autres. Au Luxembourg, en Suisse. Mais j'ai pas de contact pour faire ça. Ça veut dire. j'ai pas les réseaux pour faire ça. Moi, la grande majorité de la... Non, mais en plus, tu vas croire que... je te jure que tu vas croire que je veux pas te répondre, mais je te jure, je ne sais pas. Parce que, en fait, je crois vraiment que je mens pas en disant que je pense que 80% de ce que je gagne reste dans ma société, et parce que je suis vraiment un entrepreneur. Donc, la plupart de l'argent que je gagne va dans ma société pour en ouvrir d'autres, pour monter des projets, produire des artistes, etc., etc. Après, moi, j'ai acheté une maison. La première chose que j'ai fait quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, c'est acheter une maison à ma mère. Après, j'en ai acheté une pour moi, mais c'est récent, hein, ça fait 2 ans, tu vois. Donc avant, j'étais encore locataire, etc. J'ai pas vraiment de délire de luxe, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas de bagnole, là. J'ai rien de cher et de ça. Moi, mon plaisir, c'est vraiment les voyages. Voyager, je trouve ça hyper enrichissant. Puis, j'ai pas pu voyager quand j'étais plus jeune, donc voilà. Et vraiment entreprendre. Ça, c'est un grand kiff, c'est de pouvoir mettre 50 000, 80 000, 100 000 euros dans un truc en disant, allez, là, on va mettre de l'argent sur la table pour tenter quelque chose que les autres n'ont pas tenté. Tout ce que je monte, tout ce qu'on essaye de faire, je dis on parce que c'est aussi toute mon équipe qui est avec moi, dont Michael, qui est avec moi depuis le départ, eh ben, on essaye de monter des choses où on se dit, on espère que ça va marcher, mais on veut toujours qu'il y ait un truc un peu humain dedans, tu vois. On s'est imposé ça. Quand je dis qu'on s'est imposé ça, c'est important parce que on est tous pareils. On a tous des fois, je veux dire, on peut avoir envie de gagner de l'argent hyper facilement. On peut, moi-même, je peux avoir des fois des mauvaises pensées, de dire putain, si je faisais ça, là, ça serait simple de ramasser un gros chèque. Je peux machin. Donc, tu sais ce qu'on fait? On dit haut et fort, on est hyper honnête. Comme ça, on est obligé d'être honnête. Donc, on a vraiment fait ce pacte avec Michael quand on a monté les boîtes au départ, la boîte au départ. On s'est dit, s'il y en a un qui fléchit, l'autre doit le rattraper. Et on essaye. Je dis pas qu'on le fait à chaque fois. Hein, peut-être qu'en creusant, tu trouves des trucs, tu vois. Mais je crois vraiment que la majorité du temps, on essaie de faire un truc qui est à la fois humain et à la fois responsable. Voilà, en tout cas, jamais faire un truc que pour le business. On essaye. Et en plus, il se trouve que ça marche parce que du coup, tu fais des trucs originaux qui fonctionnent. Donc, parce que c'est fait avec le cœur, parce que voilà. La grosse Christine. Ah oui, alors l'histoire. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que
D'ailleurs, pourquoi la grosse Christine? Une blague grossophobe d'un coup, franchement, je ne sais pas direct? du tout. En fait, je prends toujours des prénoms comme ça déjà, donc je ne sais pas. Je crois même pas connaître vraiment une Christine. Mais non, c'est vraiment, c'est des trucs qui me viennent dans la tête parce que ça m'amuse. Dire la grosse Christine, ça m'amuse. Mais il n'y a pas vraiment de, Et moi, il y a plein de trucs où il n'y a pas de sens. Hein. Même le titre du spectacle, quel est le rapport avec Vente de pièces à Beyrouth? Quel est le rapport avec votre spectacle? Je ne sais pas, moi. Je crois juste que ça me faisait marrer d'imaginer un mec qui fait du business dans un lieu où il y a eu la guerre ou en après-guerre. Enfin voilà, tu vois, c'est des trucs un petit peu abstraits comme ça. Et grosse Christine, c'est venu comme ça. Ça se trouve, j'ai croisé une Christine dans l'après-midi, une grosse le soir, et puis j'ai fait une association. J'ai dit tiens, on va appeler ça la grosse Christine. Il n'y a pas vraiment de but. Mais par contre, non, c'est ça, c'est que je me suis, comme c'était le deuxième spectacle, que je suis passé de rien gagner à gagner bien ma vie. J'ai voulu dire aux gens, parce que je trouve ça important. Tu les remercies d'ailleurs. Je les remercie. Et puis parce que c'est pareil, il faut être vraiment dans la sincérité. Je ne vais pas continuer à dire que je bosse chez Orange, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, quand quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis retrouvé. C'était quand même drôle parce que le dernier appel que j'avais eu de ma banque, c'est un peu un appel en urgence comme ça, pas programmé, c'était pour me dire il faut remettre de l'argent, les agios, machin, je sais pas quoi. Et je crois 6 ou 7 mois plus tard, j'ai un appel de la même personne qui me dit il faudrait que vous passiez et tout, qu'on parle de vos placements. Et donc j'ai dit putain, je suis vraiment en train de vivre ce cliché, tu sais, t'as vraiment le même mec qui en 6 mois t'appelle pour te dire un coup, putain, un mec bien payé là, machin. Ce qui est absurde d'ailleurs, parce que même quand tu réfléchis au principe des agios, c'est quand même complètement absurde. Et le même t'appelle 6 mois après pour te dire le placement. Et puis du coup, ça m'a fait marrer, et je me rappelle avec Mickaël, on se marrait, je dis, mais qu'est-ce que... Il me dit, on voudrait votre savoir dans quoi vous voudriez placer votre argent. Et je dis, mais le mec croit que je sais dans quoi on va placer notre argent. Enfin, moi, je connaissais le livret, déjà, j'en avais pas ouvert. Enfin, moi, ça me stressait déjà avoir un livret A, je comprenais pas, j'avais l'impression qu'on essayait de m'en fumer. J'ai dit, attendez, pourquoi vous voulez retirer mon argent de mon compte courant? Ça, c'est mon compte courant. Ça, c'est à moi, je peux le tirer. Pourquoi vous voulez le mettre ailleurs? Je croyais que le mec essayait de me niquer avec un livret. Donc, si tu veux, plus tu me parlais de placer de l'argent ailleurs, plus j'avais l'impression que juste que tu étais en train de me l'enlever. J'étais très basique. Et donc, je me suis dit, putain, mais en fait, tu peux vite te retrouver à placer, finalement, sans t'en rendre compte, à te placer de l'argent dans des trucs qui correspondent pas à ton éthique, tu vois. Et du coup, c'est parti là. J'ai dit ça serait un bon thème de démarrage. Je te coupe. On rappelle à nos podcasteurs qui nous écoutent que y a Tipeee ce mois-ci, surtout 7 heures, qui va doubler vos dons pendant 1 heure ce soir, la première heure en direct. Donc, si vous voulez mettre des Tipeee, il y a Tipeee qui double Tipeee. Je te reprends à toi. Les investissements responsables d'Asso, les 2, combien de pourcents qu'une ONG a? Oui, je raconte dans le spectacle effectivement que j'ai plus les chiffres exacts en tête. Hein, dans le spectacle, ils y sont, mais effectivement, je raconte que CCFD Terre Solidaire, en fait, pas. Il y a une ONG qui est CCFD qui a monté en fait une espèce de banque. Alors, il passe par le prisme d'une autre boîte dont j'ai oublié le nom, et cette boîte-là a des placements financiers dont certains chez Dassault. Donc tu te rends... pas bien. Bah, tu sais, c'est ce que je dis dans le spectacle. L'éthique, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, on me dit mise ton argent chez moi parce que je suis une ONG, donc ça sera un placement éthique. Si je sais que derrière, tu investis même 1 euro dans une boîte qui fabrique des armes, je pense que je vais venir te voir et qu'il va falloir que tu m'expliques en quoi c'est éthique. Mais eux peuvent te dire tout simplement, mais attendez, Dassault, c'est... Les éoliennes? Ouais, c'est les éoliennes, puis voilà, puis je veux dire, c'est une grosse société française, c'est légal, notre président se félicite de vendre des avions, tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'en sais si c'est pas éthique? Après tout, si on regarde de ce qui se passe, ça a l'air éthique, puisqu'on a l'air d'être très fiers de vendre des avions, puisqu'on a l'air d'être très très fiers que ces sociétés marchent bien. On le dit aux infos, on est tellement content. Oh, notre président revient, il est content, il a vendu des avions. Alors je sais pas, peut-être c'est éthique, peut-être c'est moi qui suis trop sensible, je sais pas. Les ONG, dans ton spectacle, t'en parles. Action contre la Inf, c'est tes copains?
Bah. Tu sais que j'ai été leur poser une question, les gars, ils avaient l'air tout perturbés. Hein. Ah bon? Tu leur as demandé quoi? Je leur ai demandé s'ils avaient vu ton spectacle. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ouais, Ils t'ont rien dit? bah, ils m'ont rien dit. Bon, C'est vrai que le président, il gagne 10 000 euros. d'après leur bilan comptable. Au moment où j'en parle. C'est-à-dire que dans les années dans lesquelles je parle, parce que je cite les années dans le spectacle, au moment où les faits se passent et au moment des bilans comptables, que j'ai en main, je sais plus parce que je crois que je pars de 2011, 2013, je pars de plusieurs. Mais au moment où j'en parle, en tout cas, le patron, c'est ce qui est déclaré en tout cas sur leur bilan comptable. Alors si c'est pas vrai, c'est leur bilan comptable, c'est pas moi. Ils ont changé de locaux là aussi? Depuis, je sais pas. Je sais pas où ils sont. Là. Je les ai un peu perdus de vue. Mais oui, non, mais il y avait des représentants d'Action contre la faim qui étaient venus voir le spectacle, etc. Bah, puis après le spectacle, moi, je les avais reçus en loge, et puis voilà. On fait comprendre que oui, c'était pas très chouette de dire ça. Mais, moi, je fais que lire leur bilan comptable. J'ai pas donné mon avis. C'est pas moi qui les force à. Pourquoi t'es critique envers les ONG? Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se servir de la bienveillance des gens pour créer de la malhonnêteté. Je trouve que c'est vraiment C'est fort ce que tu dis. le pire truc. Tu sais, c'est la ligne verte. Tu sais, quand John Café il tient les petites jumelles qui sont mortes et il les tient à ses bras et il dit, il s'est servi de leur amour pour les tuer. Eh ben, c'est une phrase qui m'a bouleversé, cette phrase. Et c'est vraiment ça, quand on se sert, c'est pour ça que je déteste qu'on culpabilise les gens, je déteste qu'on les juge, c'est-à-dire les Français, mais qui êtes-vous en fait pour représenter les Français? Qui sont ces gens qui disent la France, la France, la France, les Français? C'est toujours un mec qui est détesté par 99% de la France qui dit sachez que les Français, mais ferme ta gueule, tu ne représentes pas les Français, tu ne représentes rien du tout. C'est pas parce que tu as une colonne dans un journal où tu vends 2000 exemplaires. Ces gens s'octroient la parole des Français. Et je trouve ça... Tu parles des journalistes là ou des politiques? Des deux. Pas tous les politiques et pas tous les journalistes, mais quand même, je suis désolé. À partir de quel moment on arrive à se planter devant une caméra en disant « je pense que les Français, je pense que la France ». Déjà, sois élu avec une majorité de voix, une vraie majorité, pas on a coupé en trois, on t'a forcé à choisir entre ces trois-là, puis après on a refait un autre truc qui fait que t'as pas le choix que de voter entre ces trois-là, et puis les votes blancs on les compte pas, et puis machin, et puis on arrive à difficilement, on arrive à te donner un 51%. Je représente la France. Non, arrête. Tu votes quoi? Je vote pas. Même pas blanc? Non, bah non, ils comptent pas les votes. Je vais pas voter. Alors là, ça c'est. Qu'est-ce que j'ai vraiment d'autres trucs à faire le dimanche. Donc pour revenir sur les ONG, tu as étudié combien d'ONG, combien de bilans de comptables tu as découvert des petits loulous qui se mettaient plein les poches ou pas du tout Oui, j'ai découvert plein de trucs. Maintenant, je vais pas les dire là, pas parce que j'ai peur de dire des trucs, mais parce que tout simplement, je ne parle que des trucs que j'ai vraiment, vraiment bien étudiés. Parce que je veux garder le crédit que j'ai auprès des gens. Et je préfère que des gens me disent « Ah, mais oui, c'est facile de ne pas répondre et tout ». Je crois qu'on ne se permet pas assez, par exemple en télévision, de dire « Je ne sais pas » ou « Je n'ai pas envie de répondre à la question ». Parce que quand un journaliste se pose une question, tu te sens obligé de répondre. Tu as l'impression que tu as un devoir de répondre. Mais non, tu peux dire « Je ne sais pas ». Tu vois, tu as le droit de dire « Je ne sais pas, je ne connais pas le sujet, je n'ai pas assez étudié ». Alors pour les ONG, je peux quand même répondre un peu. Pour les ONG, oui, j'ai découvert que... Par exemple, quand une ONG fait des envois de dons par courrier, on estime qu'il faut à peu près 3 ans pour rentabiliser l'investissement. Quelle ONG, quelle société peut se permettre de perdre de l'argent pendant 3 ans avant de rentabiliser un projet? Donc, ma question c'est, comment ces organisations non gouvernementales
font-elles pour avoir ce pouvoir et cette puissance financière et cette liberté de tout, cette liberté de... Enfin, ce sont des gens très libres, ils vont où ils veulent, ils vont même là où personne d'autre ne va. Ils arrivent quand même à accompagner des journalistes sur des zones où on ne peut pas aller sans l'autorisation des gouvernements et tout en étant non gouvernemental. Ça, c'est très fort. Sont des gens qui arrivent, d'après ce qu'on nous dit, à rester neutres. C'est-à-dire quand un pays X ou Y a soi-disant un président élu démocratiquement et de l'autre côté un sanguinaire, malade, psychopathe, et que un pays occidental soutient la partie du président démocratique, cette ONG, généralement, elle ne va que dans cette partie-là, mais c'est un hasard. C'est juste que c'est très difficile d'accès de l'autre côté, mais ils sont neutres. Alors ils soutiennent moralement, en tout cas, l'autre partie, mais généralement, ils restent là. Mais tout ça, c'est du hasard. Moi, je dis simplement que les ONG, quand on voit un peu quel profil de gens les dirigent, quand on voit... C'est quel type de profil ? C'est souvent des profils qui sont quand même très proches des profils d'hommes politiques ou d'hommes ou de personnages de l'industrie. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent des profils... c'est dommage que j'ai plus en tête exactement, mais je me rappelle qu'on avait fait un petit travail là-dessus, on avait regardé un petit peu quels étaient les dirigeants des différentes ONG, des grosses ONG, parce que ça c'est important aussi. Je parle des grosses ONG. La plupart, et pas toutes. Il y en a aussi, franchement, des grosses ONG où j'ai rien trouvé de bizarre. Mais on va dire souvent dans les grosses ONG, on remarque quand même que les dirigeants, souvent, c'est quand même rarement un mec qui tu vois, c'est rarement un mec comme moi, tu vois, c'est rarement un mec comme moi. C'est souvent des gens quand même c'est souvent des gens qui ont des curlus, des curlus, ça n'existe pas, faut même pas regarder dans le dictionnaire. Qui ont souvent des cursus qui sont proches de gens qui deviennent des politiciens. C'est souvent des gens qui ont des voix ou des anciens politiques c'est pas des gens qu'on a beaucoup vus dans des rizières en train de travailler dans le champ avec des paysans locaux pour comprendre leurs souffrances. C'est quand même rarement ça. Mais Paul Watson, Sea Shepherd, ça te parle ? Le pirate des mers. Ouais, alors quand je demande aux gens, les ONG sur lesquelles ils ont donné, c'est un nom qui revient souvent. D'accord. Mais j'ai pas étudié leur truc. Sur les ONG, des choses à rajouter ? Il faut continuer de donner ? Il faut pas continuer de donner ? Il faut se renseigner avant ? Est-ce qu'il faut donner à l'Aquarius ? Tu connais l'Aquarius ? Moi, c'est pareil, j'ai pas trop creusé le truc, mais moi, ce que je pense qu'il faut que les gens donnent en étant réellement intéressés par le sujet. Parce que si tu es réellement intéressé par le sujet, ou la cause, tu es vraiment passionné par la cause à laquelle tu vas faire un don, normalement, tu peux éviter de donner un don qui peut-être n'arrivera jamais là où tu penses qu'il va arriver. Peut-être ça vaut le coup aussi de se tourner vers les petites ONG. Il y a énormément de petites ONG qui ne peuvent pas se permettre, par exemple, de faire des appels aux dons, parce qu'ils n'ont pas les moyens et qui sont sur place. Il y a énormément d'ONG, c'est dommage, j'en ai pas en tête là, mais il y a énormément d'ONG. Si quelque chose vous touche, si un sujet vous touche, une cause vous touche, au lieu d'aller directement sur une ONG, peut-être ne regardez pas le premier lien que va vous proposer votre moteur de recherche, peut-être simplement renseignez-vous sur qui est sur place, qui est là-bas, et aidez quelqu'un là-bas. Aidez plutôt un mec local qui a monté un truc là-bas. Parce que des fois, vous retrouvez, il y a plein de petites ONG, ils sont 2, 3, 4, des fois c'est un mec tout seul ou un couple, et ils sont sur place avec les gens. Et souvent, ça a plus d'impact. On parle de la liberté d'expression. Allez. Est-ce qu'il faut être nombreux pour avoir une certaine liberté d'expression ?
C'est-à-dire? Est-ce qu'il faut avoir un groupe derrière toi, une communauté qui te permet d'être derrière pour maintenir ta liberté d'expression? Dans ton spectacle, tu dis merci au public parce que c'est grâce à vous, vous êtes nombreux derrière nous, derrière moi. C'est ce qui me permet d'avoir cette liberté d'expression. Alors, ouais, mais quand je parle de... Moi et mon public, on n'est pas un groupe. On est des individuels qui nous rassemblons pour se marrer. Et moi, je viens leur proposer un truc. Voilà, j'ai réfléchi à ça, je vous le propose, ils aiment ou ils n'aiment pas. Après, je pense que la liberté d'expression, si tu défends, en fait, c'est pour ça que je dis, moi, je fais partie d'aucun groupuscule, aucun réseau de pensée, etc. Parce que le problème, c'est que quand tu fais partie d'un groupe de pensée, ça peut être politique, ça peut être culturel, ça peut être idéologique, ça peut être religieux, peu importe. Tu es obligé de composer un peu. Parce que tu as un groupe, tout le monde ne peut pas penser exactement la même chose. Ça veut dire que donc, pour être dans un groupe, tu es obligé de dire, ok, bon, ça, je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Et on va dire que tu es majoritairement d'accord avec la majorité des propos et des idées qui sont données dans ce groupe. Et donc de là, tu dis, je fais partie d'une équipe, d'un groupe, et donc on est fort parce qu'on est plein à défendre la même idée. Moi, je pense que tu t'affaiblis en faisant ça. Parce qu'un groupe, un vrai groupe, sont des gens qui acceptent de ne pas être d'accord et qui se donnent un objectif commun. Pas des gens qui se mettent d'accord sur une idée commune pour atteindre un objectif. Je crois vraiment qu'un groupe, c'est la liberté. Et que, tu sais, tout est comme ça dans la vie. Quand on dit, si tu veux quelque chose, il ne faut pas le chercher. Tu veux que ta femme revienne, ne lui cours pas après. Parce que, et en fait, c'est simplement que tu n'enfermes pas une pensée. Tu ne peux pas faire ça. Donc, à partir du moment où tu défends une idée commune, tu es forcément dos à un mur. Tu vas regarder comme ça et tu auras toujours ton groupe qui va te dire attention, attention, ça tu peux pas dire, ça tu peux pas dire, ça tu peux pas dire. C'est pour ça que les hommes politiques ne peuvent pas être sincères. Ils ne peuvent pas être sincères. Parce qu'ils doivent défendre une idée commune, une stratégie, une idéologie. On est obligé, on choisit un axe. De quoi ? Les politiques, ils ont une stratégie en ce moment ? Oui, mais elle fonctionne. Leur stratégie, elle est simple, c'est juste de rester au pouvoir. Non, aucune autre stratégie. Juste de rester au pouvoir. Il faut qu'on reste au pouvoir. Alors comment on fait ? Bon, on va faire deux groupes, droite-gauche. Qui va où, voilà. Et puis de toute façon, c'est des mecs qui sont allés à l'école ensemble. Voilà, donc dès le départ, c'est vrai. Hein. Donc voilà. Je veux dire, moi, je sais pas. Quand un mec comme Fillon, par exemple, dit à la télé que... Je suis à la tête d'un pays en faillite. Ouais. Bon, déjà, il était à la tête de rien. et puis bah, il n'avait pas tort pour la faillite. Mais tu sais, je suis pas exactement sûr des propos exacts. Hein, donc, pas la peine de s'acharner sur moi. Je dis dès le départ, je vais dire un truc un peu approximatif. Mais je sais qu'il a parlé de l'IVG et il a parlé des droits des homosexuels, et qui remettait un petit peu en cause les libertés établies sur ces deux sujets. Je ne sais plus de quelle manière, mais bon, il avait dit il a tenu 2-3 propos là-dessus. Quand moi j'entends ça, je me dis donc, ce mec, l'IVG et le droit des homosexuels sur les enfants, etc., il n'est pas... il n'a pas dit clairement, je vais parce qu'il va y avoir des problèmes, mais il nous a quand même fait comprendre qu'il n'était pas 100% chaud pour tout ce qui se passe en ce moment. Donc, si, par exemple, on donne comme thème d'une soirée, d'un dîner, par exemple, on invite 2 personnes, on met François Fillon, et on met Marine Le Pen. Et on dit, la seule chose dont vous avez le droit de parler ce soir, c'est de l'IVG et des droits homosexuels. Ils vont passer une très bonne soirée. On va être vachement d'accord sur plein de trucs. Et après, comment on m'explique si une personne est capable de sous-entendre que une femme, parce qu'elle est une femme, ou une personne, de par sa sexualité, n'a pas le droit
ou ne devrait pas, ou il trouve que peut-être c'est comme ça, mais c'est pas très bien, d'avoir les mêmes droits que n'importe quel autre être humain, comment cette personne peut-elle être humaniste envers des inconnus, envers des étrangers? C'est pas possible, tu vois. Parce que, ne serait-ce qu'en tant qu'homme, comme à peu près la moitié de ton entourage, ça va être des femmes, si déjà t'estimes, donc ta mère, ta sœur, ta femme, bon, enfin, si t'estimes déjà que ces personnes qui sont dans ta famille, dont une qui t'a mise au monde, que, bon, ce droit qu'on lui accorde, ça lui fait un petit peu chier quand même, je veux dire, comment cette personne, elle peut être humaniste et dans la générosité de pensée, dans l'ouverture d'esprit sur les autres sujets, c'est impossible. Les migrants, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve Tu vois Nicolas Dupont-Aignan posé devant les barbelés d'Orban. Mais moi, ça me fait trop rire. Mais en fait, il y a un tel degré de... Tu sais, ça me fait penser à ton oncle gênant au karaoké qui veut chanter du Demis Roussos. Tu vois? C'est que c'est tellement absurde. Tu vois, il va chanter mal. Tu vas pas juste dire... Tu vas pas juger ton oncle en disant qu'est-ce qu'il chante mal. C'est dramatique, il faudrait quand même lui dire. Non, tu rigoles en fait. Quand je vois des choses comme ça, c'est tellement décalé, ça n'a tellement rien à voir avec les gens. C'est tellement absurde que tu peux que rire. Parce que ce qui est dangereux, c'est les gens qui arrivent à être crédibles, qui arrivent à convaincre. Ça, c'est juste une vanne, tu vois. Je veux dire, personne n'y croit, tu vois. Enfin, j'espère. Ouais, peut-être quelques personnes qui y croient, mais des gens de son groupe à lui, des gens de sa classe. mais pas. Je veux dire, personne. C'est tellement absurde. Ça peut pas convaincre je crois pas que ça puisse convaincre une majorité de gens. J'espère. Quand tu vois la caravane de Honduriens qui remonte vers les États-Unis, où il y a 8000 personnes qui ont fait 4000 km à pied. J'ai pas trop suivi le truc là. Voilà, il y a 9000 militaires qui attendent, ou qui sont en train de réceptionner 8000 Honduriens pour une demande d'asile, pour échapper à la pauvreté, la famine, la violence, bon, toutes ces petites choses que le capitalisme prédateur nous impose. Les murs. Il y en a de plus en plus, des gens qui disent qu'il faut monter des murs plus hauts, plus épais, plus loin. Il y en a de plus en plus. Je sais pas combien il y a de gens qui disent qu'il faut monter des murs. Il y en a de plus en plus, là. Il y en a très certainement. Il y en a même au Brésil, maintenant. Ouais, il y en a très certainement de plus en plus. Il y en a très certainement de plus en plus. Mais... C'est ridicule, pourquoi, alors? Je continue de dire que... parce que là, tu me parles de Dupont-Aignan et du Brésil, c'est un raccourci vachement raccourci. Donc non, on est quand même sur des choses qui sont très très différentes. La montée du nationalisme. Dans quel pays? Tous. En France, en Afrique. En Afrique, il y en a plein maintenant. Mais par exemple, si je dis la montée du nationalisme en France, pourquoi on parle de montée du nationalisme en France? Les gens ont peur. Mais de quoi? Qui, les gens? De la paupérisation de la classe moyenne. Mais qui, la popularisation de la classe moyenne? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Moi, je comprends même pas. Moi, je suis de la classe moyenne au départ. Je comprends même pas cette phrase. Alors, je sais pas. Moi, je crois qu'il y a la presse qui marque des titres. Moi, j'ai vu des trucs, des débats. La France était islamophobe. Je veux dire, vous êtes sérieux là? Donc, à la fin de ce débat, on va peut-être dire oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre, le mec, il allume sa télé chez lui, il est musulman, il voit ça, mais il dit, mais qu'est-ce que... la violence des titres, des débats, etc. Je veux dire, c'est que tout ça, encore une fois, ne représente pas pour moi la majorité. C'est pas vrai. Après, quand tu as un pays qui, aux élections, va élire un représentant extrémiste, est-ce que les gens votent pour cet extrémiste ou contre les autres? Parce que, à un moment donné, t'as la droite et la gauche qui te disent en permanence que surtout, votez pas pour l'autre parti, mais surtout ne votez pas pour le truc d'extrême droite. Et là, on te culpabilise. Alors là, si tu votes pour lui, et on fait pire, c'est qu'à la fin, quand il te reste que Macron et Le Pen, on te dit, si tu ne votes pas, si tu ne vas pas voter, et qu'elle est élue, ce sera ta faute. Putain, mais arrêtez en fait, lâchez-nous. Quoi, c'est notre faute? Je veux dire, c'est que à un moment donné, quand
tu passes ton temps à promettre des trucs aux gens et à pas les tenir. Quand tu passes ton temps à niquer les gens, quand tu passes ton temps à les taxer, à leur enlever leur liberté, à les accuser, à les culpabiliser en permanence, eh bien à un moment donné, peut-être que la personne, juste, elle vote pas pour elle, elle vote contre toi. Parce que toi, à un moment donné, à force de dire « cette personne est mauvaise », la personne elle dit « c'est quoi ? De toute façon, toi, tu nous as niqué depuis des années et tu nous dis que cette personne, ça te ferait chier qu'elle soit élue, eh ben on va voter pour cette personne. Parce que, pas pour elle, juste pour te faire chier toi. » Donc ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile en fait de responsabiliser les gens sur des choses qui nous arrangent et de les déresponsabiliser sur des choses qui nous arrangent pas. Je crois que encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Quand on a voté, par exemple aux États-Unis, quand ils ont voté pour Obama, c'était le peuple le plus grand du monde. Quand ils ont voté pour Trump, c'était tous des connards. Non, c'est pas ça. C'est que Obama, il a fait aussi beaucoup de promesses qu'il a pu difficilement tenir, voire pas tenir du tout. Oui, entre autres. Parce qu'il y a le conseil, parce que machin. Finalement, on est un peu déçu parce qu'on s'attendait à un truc et puis ça reste un petit peu comme d'habitude. Donc les gens, à un moment donné, ils switchent. Ils disent ah d'accord. Donc vous nous avez promis monts et merveilles. On est déçus, on vote pour l'autre. Moi, je suis pas certain que tous les gens qui ont voté pour Trump, c'est en se disant vite, on va monter des murs contre les Mexicains. Je crois pas que ce soit ça dans la tête des gens. Je crois que dans la tête des gens, c'est beaucoup plus simple que ça. Je crois que les gens juste en ont ras-le-bol. Et après, une certaine classe élitiste qui écrit dans la presse ou qui fait des journaux, regarde comme ça le peuple d'en bas, ils sont énervés, ils en ont marre des Mexicains. Le peuple en a marre des Mexicains. Mais va les voir, en fait. Va voir. En fait, tu verras qu'avec ces gens, il y a des Mexicains qui sont potes avec. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est la même chose. Est-ce que tu peux me parler du royaume des enculés ? C'est un royaume que j'ai créé. Alors, c'est un royaume où il y a une longue liste d'attente. Plein de gens qui veulent y rentrer. Non, c'est à un moment donné dans le spectacle où ça m'a amusé en fait de faire J'ai créé un monde où en fait, dans le spectacle, donc quand je découvre que mon argent va être investi dans l'armement, je veux faire marche arrière. Je veux dire, je veux plus investir si c'est dans les armes. Et puis ma grosse Christine, ma conseillère, me dit mais regardez quand même ce que vous allez gagner. Hein. Et du coup, quand même, c'est vrai que c'est quand même bien rémunéré, donc je vais continuer un petit peu. Et donc de là. Tu as laissé ta culpabilité, ta morale, ton humanité. Du coup, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour toi et pour tes quelques amis. Et c'est un endroit où tout est permis parce que c'est toi qui fais les règles. Donc c'est un endroit assez chouette. Et donc j'ai voulu le faire sur scène, et me faire un trip où je vole comme ça. Il y a Éric Zemmour qui passe. On est tous dans ce royaume. On est dans la vraie vie dans un royaume d'enculés. Non. Non, les gens sont pas des enculés. Ceux qui nous dirigent. Après, pour parler de ceux qui nous dirigent, je trouve que le terme n'est pas assez fort. Parce que, mais c'est trop populaire. C'est des mots qui nous appartiennent à nous, ça. C'est des gens normaux, on se traite d'enculés entre nous. Ça serait salir ce mot que de le destiner à un homme politique. T'as un autre terme ? C'est des avatars. C'est des avatars. Et ils ne savent pas eux-mêmes de quoi. D'accord. Toujours pas de partenariat avec Hugo Boss ? Non, mais j'aimerais bien, hein, parce que je les achète du coup, les fringues. Est-ce que Pierre Desproges a raison ou est-ce qu'il a tort quand on peut rire de tout ? Voilà exactement une phrase qui a été totalement sortie de son contexte. Pierre Desproges, je sais plus, je vais peut-être dire une connerie. On verra bien, mais je crois qu'il a dit cette phrase pendant le tribunal du flagrant délire. Et je me demande pas si c'était pas Jean-Marie Le Pen l'invité ou je sais pas quoi. Il a dit on peut rire de tout, oui, mais pas avec n'importe qui. Donc ça correspondait en tout cas à un contexte bien précis. Et c'était pas une question qu'il posait, si je me trompe pas. Je crois que c'est une question qui n'existe pas.
Je pense que c'est pour ça que tout le monde la pose depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, je ne sais pas. Non, peut-être pas 50 ans. Mais en tout cas, depuis un bon moment. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Parce que l'humour, c'est totalement subjectif. Tu as toujours un mec... Il suffit qu'il y ait un mec qui dise non, et puis alors non. Enfin, tu vois, parce que c'est ça qui est génial avec l'unanimité. C'est que quand tu sors une question comme ça, peut-on rire de tout? Comme il n'y a pas de contexte, pas de précision, pas de machin, ouais, oui ou non. Alors, donc, un mec dit non et c'est non. Donc, je crois que c'est une question qui n'existe pas. Je crois, moi, je pense qu'on rit de tout ou de rien. Maintenant, on n'est pas obligé de forcer les gens à rire de tout. Après, le rire, c'est pas une agression. Ce que je veux dire, c'est que on n'impose pas. On n'a jamais chopé un mec en disant toi t'aimes pas les vannes sur le cancer, on t'assoit, on le ligote et pendant 1h30 je lui fais des vannes sur le cancer du pancréas. On fait pas ça aux gens. Donc ce que je veux dire c'est que c'est pas très grave si t'aimes pas la vanne, tu changes de chaîne, ou tu t'en vas ou tu vois. Il y a rien d'imposé aux gens, ça reste de l'humour. Donc c'est quelque chose qui doit rester consommé par les gens qui veulent ça à ce moment-là, tu vois. T'as jamais choqué quand tu dis dans ton spectacle un génocide c'est un bien pour un mal? Ah non, mais là, c'est sorti du contexte. C'est à un moment donné, dans le spectacle, je parle de la police équestre. Et je dis, je vais vous expliquer comment j'ai connu la police équestre. Mais c'est une histoire vraie. Et je leur dis, j'ai découvert que la police équestre existait parce que je sortais d'une boîte ou d'un bar, j'étais bourré, machin. Et je rentrais chez moi. Et je dis, je faisais rien de mal, hein, à part... comme tout le monde, on est un peu bourré, on parle fort. Puis moi, des fois, je teste des vannes de mon spectacle. Et donc, je sors cette phrase et je dis, donc j'imagine que je suis dans la rue et que je gueule le génocide, est-ce un mal pour un bien, en disant, en comprenant pas pourquoi les mecs m'arrêtent. Sauf que dans la situation, voilà. C'est beaucoup plus drôle sur scène. Hein. Et donc cette phrase est un exemple de phrase. Et justement, je prends exactement cette phrase-là parce que sortie du contexte et en imaginant la scène, c'est assez marrant. L'armée, t'en parles un peu. L'opération Sentinelle, 3 glands autour d'un McDonald's, 100 balles dans le chargeur. Je spécifie pas que c'est l'opération Sentinelle. Ouais, bah Parce qu'elle est arrivée plus tard. Non, parce que quand moi j'ai écrit ça, ça n'existait pas encore. Donc je parlais pas ça, je parlais simplement du fait que... Pirate écarlate. Ouais, je sais pas comment ça s'appelait, mais en tout cas, c'était juste parce que c'est vrai que dans les gares, il y a souvent beaucoup de militaires et que pour avoir pas mal de potes militaires, ils disaient on n'a rien à foutre là parce qu'on n'a pas les armes adaptées, parce que de toute façon on peut pas tirer, parce que on est formé pour d'autres choses, simplement ça, et qu'ils sont là pour rassurer les gens. Sauf que eux, ils n'ont pas envie d'être là pour rassurer, alors que au final, ils sont pas forcément les personnes. En termes de matériel et de formation, ils sont très efficaces sur certaines choses et puis moins sur d'autres, et que c'est pas leur boulot d'être là. Et voilà. C'est pas leur boulot de rassurer? Non. Est-ce que leur boulot, c'est de déjà parce que ça ne rassure pas. Ça fait partie des stratégies, tu vois. Tu sais quand t'as peur. C'est pour ça que les politiques adorent faire peur aux gens. Parce que quand tu as peur, tu sais, quand tu entends un bruit très très fort, ton premier réflexe, c'est de regarder partout autour de toi. Parce que tu veux savoir d'où vient le danger et tu sécurises l'espace. Tu vois, ça vient pas de là, ça vient pas de là, ça vient pas de là, ça vient pas de là. Tu vois, tu sécurises. Tu veux que les choses... C'est humain, tu vois. Tu as un truc qui t'agresse, alors tu veux savoir ce qui déjà n'est pas agressif et n'est pas dangereux pour toi. Alors si tu veux garder quelqu'un dans la peur, dans le but qu'il te laisse au pouvoir, tu lui dis que c'est très compliqué. Voilà. C'est très compliqué parce que, comme c'est très compliqué, il n'y a que toi qui peux le faire, parce que c'est très compliqué. Puis comme ça arrange tout le monde, parce que personne n'a envie de faire des trucs compliqués, on te dit, ok, donc c'est très compliqué. Puis, on va pas le changer, alors on va pas changer de gouvernement, parce que, comme c'est très compliqué, mais qu'ils sont dessus, on va mettre un nouveau, même s'il est bien, mais il va rien comprendre comme c'est très compliqué. On va te dire qu'on est en guerre, donc là, bon, toi t'es dégoûté, t'apprends que t'es en guerre. Tu n'étais pas au courant du truc. On te dit, t'es en guerre. Ah bon, d'accord. Donc c'est chaud. Pour te rappeler que t'es en guerre, on te met des militaires dans tes gares. T'es en guerre. C'est la guerre. Ok. Bon. Qui peuvent rien faire pour toi et qui eux-mêmes n'ont pas envie d'être là. Bon, enfin, c'est tout. Et on te dit que la situation
peut s'arranger, mais que c'est très complexe, et qu'on n'a jamais connu ça. Ce qui est faux, hein, bien sûr. J'invite tout le monde à aller voir la liste des attentats en France. Il y a eu des attentats, alors je crois que c'est l'un des plus meurtriers, voire peut-être le plus meurtrier, celui du Bataclan, et c'est dramatique. Mais pourquoi, en fait, c'est déjà suffisamment dramatique? Il n'y a pas besoin d'en rajouter, à part si tu as des intérêts personnels. Si tu veux rassurer les gens, tu peux les rassurer. Là, ils ne te rassurent pas. Ils te laissent en suspens comme ça. Ils te laissent en suspens parce que, comme tu es en suspens, tu es fébrile. Et comme tu es fébrile, tu n'as pas envie de bouger des choses. Tu veux les sécuriser. Donc, c'est comme ça que tu gardes aussi, en partie, le pouvoir. Et c'est ça qui a pu m'énerver, par exemple, sur le plateau dont on n'est pas couché avec Valls. C'est parce que je sens cette manipulation et que je la trouve malhonnête. Et je trouve que c'est très très malhonnête. Copain Manuel Valls, hein. Mais j'ai pas eu assez. On devait partir un peu au Maroc ensemble, il a annulé. Donc, mais je le connais pas, mais le peu que je connais, j'ai pas envie de l'inviter à Nouvel An. Mais après, on peut se tromper. Hein, mais a priori, on n'a pas beaucoup d'affinités. Voilà, il est en Espagne là. Est-ce qu'on peut parler des gilets jaunes? Oh bah oui, on peut en parler. Les gilets jaunes, c'est pour toi, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est... J'étais à l'étranger quand ça a démarré, donc j'ai pris un peu le truc en cours de route, mais pour moi, c'est la représentation du ras-le-bol général des gens. Je veux dire, enfin, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'ils vont pouvoir continuer à faire ça aux gens en permanence, de continuer à leur raconter que des conneries en permanence pendant qu'ils vont remettre des légions d'honneur à l'Arabie Saoudite, pendant qu'ils t'augmentent ça. On dit aux gens, oui, vous allez pouvoir gagner plus, sauf qu'ils te modulent des lois qui font qu'on t'augmente de 200 €, d'un coup t'as 600 € d'impôt en plus, alors tu dis, bah non, ne me commencez pas. Il y a quand même des gens, tu peux pas les augmenter parce qu'ils te disent, bah non, je vais perdre de l'argent. Et je te le dis parce que moi je suis patron maintenant. Et j'ai voulu, il n'y a pas très longtemps, augmenter un employé. Et il m'a dit, j'ai fait mes calculs, si tu m'augmentes de temps, je ne sais plus combien c'est. Hein, je perds de l'argent. Alors donc, si ta seule lueur d'espoir, c'est une augmentation, et que quand on t'augmente, tu perds de l'argent, bah, à un moment donné, les mecs, c'est normal. À un moment donné, les gens, ils disent, il se passe un truc, et c'est la goutte d'eau, il y a un truc, ça, oh, ça suffit, hop, gilet, en tout cas, parce que c'est vachement dur. Je veux dire, moi j'ai de la chance maintenant, je gagne très bien ma vie, donc je ne fais pas me plaindre. On sait toujours pas combien. Hein? On sait toujours pas mais combien. Parce que je te jure, je ne sais pas. En vrai. Fourchette. Mais je ne peux pas te dire, parce que je ne sais pas ce que tu 15 000. Mais en fait, ça dépend ce que tu appelles gagner. Est-ce que tu parles de mon salaire à moi, de ce que moi j'encaisse à moi, en perso, ou ma boîte, tu vois? Moi, en perso, je ne sais pas. Je crois que... Putain, en fait, je te jure, je ne sais même pas te dire. Parce qu'en plus, je fais au mois, moi. Parce que ce que je fais, c'est que moi, c'est des crédits, c'est même pas moi qui le fais. En gros, j'ai un train de vie qu'on adapte en fonction. Donc, je ne sais même pas, tu vois. Il y a peut-être des mois, c'est 3 000, il y a peut-être des mois, c'est 7. Des fois, moi, j'adapte comme ça le truc, tu vois. Et même l'argent que je vais mettre de côté, c'est pour un projet qui est déjà prévu et on met en fonction. Donc, très sincèrement, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je vis très bien et que je peux voyager, que je suis pas obligé de... Je peux te dire ce qui a changé dans ma vie. Ce qui a changé dans ma vie, c'est que je ne regarde pas le prix en faisant les courses. Ça, c'est incroyable comme truc, de pouvoir ne pas regarder les prix quand tu fais les courses. Ça, c'est vraiment génial. Que si je veux faire un resto, je fais un resto. Si je veux faire un voyage, je fais un voyage. Que, en gros, tout ce qui avant nécessitait de mettre de côté, de faire attention au prix, etc., je n'ai plus besoin de compter. Je dois compter quand même, je me comprends. Mais c'est plus un problème. Et ça, c'est une liberté incroyable. Le reste, très sincèrement, c'est dans les sociétés. Maintenant, pour revenir aux Gilets jaunes, effectivement, moi, je comprends sincèrement le ras-le-bol général des gens. Moi, tu sais, on dit, ah oui, l'essence, j'entends les gens parler de ce truc d'essence comme un truc un peu, oui, ah oui, ils sont énervés à cause de l'essence. Mais c'est pas rien, par exemple, l'essence. Tu vois, par exemple, mon père, il cherchait un boulot il y a encore pas très très longtemps de cela, et il habite...
parce que mes parents étaient dans les Ardennes, puis ils ont perdu leur magasin, ça, c'est ce que j'expliquais, ils étaient commerçants de proximité. Carottes. Ouais, ils vendaient des carottes. C'était un petit commerce dans un quartier populaire, à Charleville-Mézières. Et puis alors, ils ont perdu le magasin, ils sont allés dans le sud parce que on avait de la famille là-bas, etc. Et dans le sud de la France, par exemple, c'est pas simple parce que tu as des villages où il n'y a pas énormément de boulot, et tu as très vite énormément de routes à faire pour aller travailler. Et je me souviens de mon père qui cherchait un job en tant qu'agent de sécurité, et par exemple, il y avait un magasin qui était OK pour le prendre, mais ce que ça lui coûtait en essence, c'était pas rentable. En fait, ce qu'il gagnait, moins les charges, moins l'essence, moins les impôts, etc., c'était pas rentable. Donc, c'est pas rien, l'essence. C'est pas juste, oh, on en a marre de payer. Non, c'est important, l'essence. C'est très important. La plupart des gens, l'essence, ils en ont besoin juste pour aller travailler. Donc, je comprends qu'à un moment donné... Pour aller survivre, en fait. Oui, pour aller survivre. Alors, à un moment donné, quand on te dit, mais putain, tu vas à ta pompe et tu fais ça et tu dis, quoi? Combien? Mais évidemment que les gens, à un moment donné, ils pètent un câble. Déjà, tu vas bosser. Non, j'ai pas de message à faire passer parce que je suis pas leur porte-parole. Moi, ce que je peux dire, c'est que je comprends cette colère. Alors après, tu as toujours, évidemment... c'est forcé. Je veux dire, après, t'as des gens, ça part en cacahuète. T'as toujours des gens qui vont trop loin, toujours des gens qui partent en couille. Et c'est dommage parce que évidemment, ça dessert le mouvement. Et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tout mouvement qui engrange un grand rassemblement, t'as toujours quelques débiles qui vont casser un peu la fête. Mais bon, c'est comme un nouvel an avec tes copains. T'as toujours un qui finit par vomir sur le chien ou rentrer dans la chambre de ta mère pour faire des trucs bizarres. Donc, ça n'empêche pas que t'as quand même passé un bon nouvel an. Donc, non, le message, il est simple, c'est que je comprends vraiment cette révolte. Pourquoi tu dis que Sarkozy, il a pris des décisions qui ont fait du mal à la France ? Parce que c'est le cas. Parce que je pense qu'il y a... Je crois que c'est quelqu'un qui a mis... J'ai pas en tête vraiment tous les trucs, hein, parce que ça fait un moment maintenant, mais la Libye, un peu, non? La Libye, par exemple, ouais. Je pense que la plupart du temps, quand on a pu intervenir dans des pays... pour apporter la démocratie pour les petites que filles. Celui-ci, pour apporter la démocratie. Comme on n'y va pas on n'y va jamais pour ces raisons-là, je pense que... On y va pourquoi? On y va toujours pour... C'est pour ça que j'ai écrit Vente de pièces à Beyrouth, c'était pour... le livre, effectivement. C'est le livre Happy Hour à Mossoul. C'était un hommage au film de BHL? Non, c'était beaucoup plus... non, c'était pas un hommage. Non, c'était vraiment pour... tu vois, c'est pour montrer que des gens qui peuvent même parfois être ennemis, finalement se rassemblent à partir du moment où il faut gagner de l'argent et convaincre le peuple, convaincre les gens de nous suivre. Moi, quand j'ai écrit Vente de pièces à Beyrouth, je suis parti de ce principe. Je me suis dit... Je prends toujours un truc instinctif. Justement, un truc des magots, tu sais. Ces trucs un peu... On dit, oh, vous êtes des magots, oh, c'est un cliché, tout ça. Je prends toujours une idée comme ça, un peu cliché, un peu des magots, et tiens, on va voir si elle est vraie. Et là, sur la guerre, j'ai dit, tiens, je vais partir du principe, je vais me dire, toutes les guerres modernes sont, quoi qu'il arrive, toujours, là, pour servir les intérêts économiques d'un pays ou d'un mec. On va me dire, ah bah oui, mais ça évidemment. Ben non, pas évidemment. Pourquoi évidemment? Il y a plein de peuples qui ont soutenu plein de guerres, qui étaient là pour, soi-disant, d'autres raisons, puis on s'en est aperçu après que ce n'était pas forcément pour ces raisons-là. Donc je pense que des choses comme ça, par exemple, c'est des choses qu'on n'efface pas facilement. Je pense que ça a des conséquences qu'on n'imagine pas. Il n'y a aucune bonne raison de faire la guerre. BHL, c'est ton copain? Je le connais pas. Il a fait des choses qu'on fait mal à la France, lui, ou pas? Oui. Il a soutenu des mouvements armés, etc. Donc moi, à partir du moment où tu te sens en mesure, en fait, qui es-tu pour te lever un matin, étudier un conflit, une zone, je ne sais pas, et dire avec certitude,
envoyer des avions. Comment tu dors? Comment tu dors, putain, le soir? Comment tu fais? Tu sais, ce moment où tu éteins la lampe de chevet. Tu sais, c'est quelques secondes, je parle toujours de ça, parce que moi, mes angoisses arrivent toujours à ce moment-là. Tu sais, tu te couches, ah, ça va, bonne journée, ouais. Ah, bon, ça c'est s'il y a quelqu'un. Des fois, tu fais ça, il n'y a personne, hein, plus à côté de toi. Et alors là, tu éteins ta lampe de chevet, et il y a ces quelques secondes, tu sais, terribles, qui arrivent avant que tu t'endormes, si tu t'endors. Ce moment où tu es tout seul avec toi-même, tout seul avec ta voix, tu sais, où tu sais, et il fait noir et tu es dans un lit, alors tu peux être n'importe où, tu peux avoir n'importe quel âge, tu peux... Et ce moment-là, quoi. Quand la journée t'a dit on va envoyer des avions, qu'est-ce qui se passe, quoi? S'il se passe rien, c'est que t'es dangereux. Comment tu peux être sûr et certain que c'est la bonne décision à prendre? Comment tu peux être à 100% convaincu que tuer des gens, c'est la seule solution? Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux nous faire la blague avec la prison de Bush, Daesh et les cadres de Saddam Hussein? C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je raconte que... Parce que moi, ça m'a vachement surpris, parce que... Moi, je trouve que c'est, par exemple... J'explique pourquoi je dis ça, parce que... En fait, je raconte aux gens... Enfin, j'explique aux gens, mais c'est pas une vanne, c'est pas un bon, je fais une vanne. Mais je raconte aux gens que les principaux dirigeants, au départ, de Daesh sont des généraux de Saddam Hussein et des anciens d'Al-Qaïda. Et c'est important de dire des généraux de Saddam Hussein parce que à ce moment-là, ces mecs-là n'ont jamais revendiqué un islam, n'ont jamais prôné l'islam, etc. Et ça, c'est important parce que, par exemple, je trouve ça très ennuyeux quand on parle de terroristes et d'islam. Alors, je sais qu'eux se revendiquent de l'islam, etc., mais tu sais, quand on dit l'islamisme et tout, il y a un propos qui suggère un peu que, potentiellement, dans le prisme de l'islam, dans les extrêmes, tu peux avoir des mecs qui vont avec une Kalachnikov. Non, c'est une secte, tu vois. C'est des sectes. C'est pas un mouvement extrémiste de l'islam. C'est des sectes. Quand tu as des mecs qui revendiquent être les apôtres de Jésus et qui vont flinguer des gens, on ne dit pas les extrémistes catholiques, les extrémistes chrétiens. Non, on dit la secte du... Tu vois, alors il faut faire la même chose pour tout le monde. Parce que je trouve que ça met un truc hyper malsain dans la tête des gens. Moi, mon premier spectacle s'appelle Alléluia bordel. J'ai amené le Coran, la Bible et la Torah sur scène. Et je peux te dire, je me suis pas fait que des copains. Je suis totalement athée et je le revendique. Et dans Alléluia bordel, j'ai bien fait attention à taper avec la même violence sur toutes les religions. Donc je sais ce que c'est que l'extrémisme religieux. Mais je veux dire, il faut faire attention avec les mots. Et les gens qui prononcent ces mots, en l'occurrence les politiques, savent la définition des mots. Parce qu'ils ont les gens le savent, hein, mais il faut le rappeler de temps en temps, qu'ils ont des cours. Il faut bien comprendre que chaque mot d'un homme politique est choisi, pesé. Ils savent exactement, quand ils emploient un mot, quel est l'impact sur ton inconscient, ton conscient, sur la masse. Ils savent très bien. Et je trouve... Par exemple, qu'il est important de rappeler qu'à la tête de Daesh, au départ, il y a des gens qui sont presque même pas musulmans. Alors qu'on ne vienne pas nous parler d'un... je ne sais plus quel mot il a. Ils sont retrouvés dans les mêmes prisons de Bush où ils ont... Oui, voilà, parce qu'effectivement, quand Bush a mis dans la même prison les mecs d'Al-Qaïda qu'il avait attrapés et puis les anciens généraux de Saddam Hussein. Alors tu mets les deux dans la même prison, ils n'ont rien à foutre. Hein. Les prisons là-bas sont pas ouf. Hein. Donc du coup, ils discutent et puis ils s'entendent bien, ils ont plein de points communs. Donc du coup, forcément, en sortant, ils disent ça serait quand même chouette, ne nous perdons pas de vue. Donc, tu vois, et puis sur LinkedIn, ils se retrouvent et puis ils disent montons une start-up ensemble et puis ça devient Daesh. Et c'est quand même intéressant de savoir ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est Bush qui a fabriqué Daesh, mais ça veut dire que parfois, en voulant soi-disant la paix et en faisant la guerre, finalement, ce que tu obtiens, c'est encore plus de guerre. On va passer aussi. Tu veux pas nous faire un petit peu la création de l'État israélo-palestinien là? Mais j'ai pas des vannes. On dirait que sur scène j'ai des blagues comme ça. J'ai des blagues comme ça sur le parce que la partie de cette partie du spectacle où j'évoque entre autres la création d'Israël, c'est une partie qui dure 25 minutes. En plus, je crois que je parle à 300 km/h dans cette partie, donc ça va être difficile de te la résumer. On va passer aux questions d'Internet.
Tu fais des blagues sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale dans ton livre. Est-ce que c'est de l'éducation par l'humour? Moi, je m'éduque moi-même en faisant des trucs parce que il faut bien comprendre que c'est pas du tout des connaissances que moi j'avais au départ. Hein. Un jour, j'ai pas ouvert comme ça. Alors, la Première Guerre mondiale. Scolarité en seconde. J'ai arrêté au bout de 2 mois de seconde. Et les 2 mois, c'était pas ouf. Hein. Donc, j'ai vraiment pas retenu grand-chose du truc. Mais moi, en fait, je prends les trucs, comme je suis pas un intellectuel, je les étudie et il y a plein de trucs qui me font marrer. Donc, alors après, ça éduque forcément les gens, mais parce que moi, je m'éduque avec eux, tu vois. Mais c'est pas, j'ai pas une volonté d'éduquer les gens, tu vois. J'ai d'abord une volonté de m'éduquer moi. Parce qu'en plus, c'est vrai. Autre question Internet. Est-il prêt à manifester avec les Gilets jaunes? Je ne vais pas aux manifestations. Parce que, même si je comprends leur colère, etc., moi, si je veux avoir de l'impact, je dois rester... Comment dire? Je dois rester impliqué de manière neutre. C'est-à-dire que je dois pouvoir, si je mets un gilet jaune et que je vais avec eux, il faut que j'aille à toutes les manifs, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu participes pas à un truc, en fait, c'est le même problème, tu sais, par exemple, je vais donner un exemple. Quand j'ai commencé à faire des sketchs à la télé, au début, j'ai fait plein de trucs sur le racisme. Alors tout le monde disait, le racisme vous révolte. Puis, dans ma tête, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ce sketch sur le racisme parce qu'ils croient que c'est une espèce de bataille que j'ai. Mais c'est une des batailles. Après, j'ai arrêté et j'ai fait des sketchs avec les handicapés. Alors là, c'était, donc je suis le représentant des handicapés. Mais pas du tout. Et moi, je change de thème tout le temps parce que j'arrive pas, en fait, à mettre du quantitatif ou du qualitatif sur le malheur. C'est impossible. Et comme maintenant, quand je fais quelque chose, il y a une répercussion médiatique, etc., je trouve qu'il est de ma responsabilité d'essayer au maximum de ne pas faire, d'une manière ou d'une autre, préférence à une cause plutôt qu'une autre. Parce qu'en plus, tu te retrouves à un moment donné dans quelque chose, avec des gens autour de toi, il y en a 50, puis un jour on va aller dans une émission de télé, puis on va me mettre une photo de moi avec 50 mecs, on va me faire un petit rond rouge sur la tête d'un mec derrière que j'ai jamais vu, puis on va me dire, ce mec-là a tué des enfants, et je dis, ah bon, donc vous le soutenez? Ah ben non, et puis tu te retrouves, tu vois. Donc, je crois qu'il faut être vigilant sur les trucs qu'on fait. Je crois que c'est pas mon rôle de faire ça. La censure existe-t-il? Comment est-elle exercée à la télé? A-t-il été confronté à l'autocensure? Alors, est-ce que la censure existe? Écoutez, apparemment, tout le monde le dit. Donc, qu'elle doit exister. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas entendre qu'il y a 30 ans, alors cette fameuse phrase, il y a 30 ans, on pouvait dire des choses qu'on ne peut plus dire. Quel artiste arrive devant son public à l'heure d'aujourd'hui et dit aux gens, à son public, bonjour mesdames et messieurs, voilà, je suis un artiste qui est censuré, il y a 30 ans on pouvait dire des trucs qu'on ne peut plus dire, alors voilà, je vais vous faire mon sketch. Mais fais pas ton sketch alors, t'es en train de nous dire qu'il y a 30 ans, toi-même, toi t'es humoriste, tu dis, il y a 30 ans on pouvait dire des trucs qu'on ne peut plus dire maintenant. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce baissage de bras, d'abandon? C'est ça la promesse qu'on fait aux gens? C'est qu'il y a 30 ans on pouvait dire des trucs plus maintenant? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Seulement il faut... Les nuls, tu revois les sketchs passés maintenant? Bien sûr. Genre Royal Rabin, ça passe. Je me souviens plus de Royal Rabin, très sincèrement. Mais je vois pas pourquoi un truc passerait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'après, tout correspond à une époque aussi. Il y a peut-être des choses qui passeraient plus maintenant parce que ça correspond plus. Les blagues de Michel Leb avec les Shintok. Michel Leb, c'est encore un autre problème. Moi, Michel Leb me fait pas beaucoup rire, sauf quand c'est pas son texte. Peut-être des fois, en fait, peut-être le plagiat est positif, parce que ça lui a permis quand même d'avoir quelques bonnes vannes. Mais je pense que, de manière générale, tu ne peux pas dire ça aux gens. Je crois que si tu es assis quelque part et que tu dis « je suis censuré », mais que tu es assis là, qu'est-ce que tu fous là? C'est que tu as signé un contrat et que tu respectes les clauses, pas que tu as été censuré. Censuré, c'est quand, sans ton accord, on coupe des vannes dans un sketch à toi, ou qu'on te boycotte de quelque part parce qu'on sait ce que tu vas dire. Ça, c'est de la censure. Mais j'entends trop d'humoristes nous parler de cette liberté d'expression. Moi, je crois que ça arrange bien tout le monde, parce qu'on dit on ne peut plus rien dire. Comme ça, quand tu fais une mauvaise vanne à la télé et que tu te fais insulter sur Internet, tu dis « Ah ben oui, on ne peut plus rien dire ». Et puis surtout, quand tu dis rien et que tu ne t'engages pas et que tu
prends pas de risque pour t'impliquer dans les choses. Tu dis, je ne m'implique pas, puisque il y a 30 ans, on pouvait tout dire, mais maintenant, on ne peut plus rien dire. Moi, je crois que c'est pas vrai. La preuve, mon spectacle Vente de pièces à Beyrouth, il est passé samedi dernier en clair sur C8, avec des propos soi-disant qu'on ne peut pas tenir et des sujets soi-disant qu'on ne peut pas évoquer. Pourtant, il n'y a pas eu de coupe. Je sais pas, quand on parle par exemple du conflit israélo-palestinien, j'en parle dans le spectacle. Les juifs, la colonisation, plein de choses. Et je l'évoque dans le spectacle sans aucun problème. Alléluia, bordel, j'amène le Coran, la Bible et la Torah sur scène. On te dit, ah mais non, mais vous êtes fous, mais les musulmans vont vous tuer. Mais enfin, mais de quoi vous parlez, enfin? Mais les juifs vont vous tuer, les chrétiens vont vous tuer, vous amenez la Bible, le Coran, la Torah. Mais personne m'a tué, ils étaient dans la salle, on s'est marré. Enfin, je veux dire, pourquoi? Parce que les premières victimes de tout type d'extrémisme religieux sont souvent les communautés religieuses elles-mêmes. Je veux dire, les premières victimes de Daesh, c'est les musulmans. Donc à un moment donné, en fait, juste, on ne peut pas dire aux gens qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Moi, personnellement, je dis à peu près ce que je veux, et quand... Enfin, non, je dis ce que je veux, et quand on ne veut pas que je dise ce que je veux, je ne dis rien, je n'y vais pas. Donc... Et puis, en fait, qu'on nous donne des exemples, alors, parce que il y a trop de mecs qui disent « Ah, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire ». Moi, à chaque fois que j'ai eu un mec sur un plateau et que je lui ai dit « Donne-nous un exemple », j'ai pas d'exemple. Là, j'ai 25 questions qui traitent de Dieudonné. Est-ce que c'est un humoriste de génie ou un antisémite, un raciste Dieudonné, c'est ce qu'on appelle Dieudonné, c'est ce qu'il appelle un cas d'école. C'est que le problème de Dieudonné, c'est que si vous n'en parlez pas, on me dit « Ah, ben vous avez pas m'en parler ». Si vous en parlez, il y a toujours des mecs qui vont vous dire « Ah, il a tort ». Ou alors, si vous en parlez d'un côté... Enfin, c'est ce qu'on appelle un cas d'école parce que moi, j'en ai déjà beaucoup parlé de Dieudonné. Quand il y a eu le truc au départ, j'ai rien dit parce que c'était la course aux humoristes qui allaient donner leur avis à la télévision sur Dieudonné juste pour pouvoir placer la promo de leur spectacle. Donc, hors de question que je participe à ça. Moi, j'en ai parlé bien plus tard quand ça commençait un peu à retomber. J'ai donné mon avis sur Dieudonné. Avis qui n'a pas plu au principal intéressé. Mais de toute façon, moi, pour résumer... L'avis qui était en résumé, c'était quoi? L'avis en résumé, c'est qu'à partir du moment où... à partir du moment où ce que tu joues sur scène correspond aux idées que tu as dans la vie, tu n'es plus dans une dénonciation. Alors si tu n'es plus dans une dénonciation, alors c'est plus une caricature, c'est plus un personnage, c'est toi. Et si toi, tu es ça, moi, j'ai pas envie de te voir. Voilà, en gros. Question Internet, comment s'informe-t-il? Alors j'essaye d'avoir plein de trucs différents pour m'informer. Donc j'essaie d'avoir, après ça dépend des sujets, mais des sources. Donc j'ai beaucoup de sources, tout est très sourcé. Pratiquement chaque propos que je peux tenir normalement est sourcé. On essaie d'avoir plusieurs sources si on en trouve plusieurs, mais il y en a au moins une à chaque fois que je parle. Je demande l'avis des principaux concernés. Ça c'est très important parce que tu apprends quand tu voyages aussi que ce qu'on te raconte de ce pays dans le tien, c'est quand même rarement la réalité de ce qui se passe. Et les livres. Les livres, parce que Internet aussi. En gros, je croise les sources. Tu vois, je vais prendre de l'Internet, je vais prendre des avis, je vais prendre du livre, je vais prendre et de la presse. Enfin, j'essaie de mélanger un peu tous les prismes et tous les supports possibles. Et à un moment donné, on arrive à un truc ça doit être à peu près... La vérité doit être à peu près par là. On arrive à la fin de notre interview. On n'a pas vu l'heure passer. C'est très agréable de discuter. Trois dernières questions. Comment tu fais pour ça peut nous emmener sur 2 heures. Comment tu fais pour gérer les insultes sur Internet? Écoute, j'en ai plus beaucoup. Tu les regardes plus? Si, je les regarde, mais des insultes, c'est pas... Enfin, tu vois, un mec qui va te dire hey, Ferrari va te faire enculer. C'est pas... T'imagines si je m'effondrais à chaque fois. Merde. Il va te faire enculer. Je crois qu'il a pas aimé mon sketch. Non, franchement, ça me fait pas grand-chose. C'est dur, c'est des fois de recevoir un truc genre j'ai préféré ton premier spectacle. Ça peut-être envie de l'appeler et de dire c'est vrai? Ou t'as dit ça comme ça? mais non, puis après... Tu sais, quand tu as la chance d'avoir tellement de monde dans les salles et tout, c'est tellement... Et puis, je suis un humoriste provocateur. Je peux pas me plaindre d'avoir des gens qui m'aiment pas, sinon j'existe pas. Si je provoque personne, si j'emmerde personne, je suis plus un emmerdeur. Les projets avec l'Afrique?
Les projets avec l'Afrique, les projets avec l'Afrique, ils sont en cours, c'est pas des projets. Donc moi, je suis là-bas 2-3 fois par an, où je vais enregistrer les émissions de télévision et où je développe vraiment ma carrière d'humoriste là-bas. Et puis, Quelle chaîne on fait pour Canal+ Afrique, puis d'autres chaînes africaines. Et moi là-bas, je suis vraiment que comédien, auteur. Etc. Et parce que j'étais personne, ils m'ont vraiment invité. Maintenant, ça marche bien et tout, donc j'ai une vraie carrière qui s'ouvre là-bas et ça m'éclate complètement. Et par contre, je me suis aperçu que les Africains, les grands humoristes africains, ne venaient jamais jouer en France pour la diaspora. Donc, on a monté un plateau. Là, je vais pouvoir te donner une exclue qu'on n'a pas. On a monté un plateau une fois qui s'appelle Sans Visa. Tous les plus grands humoristes africains qui venaient jouer à Paris. On l'a fait 2 années de suite, ça a été un carton. Donc là, on a décidé d'ouvrir un festival, le premier festival d'humour africain à Paris, qui sera en avril. J'ai plus les dates. On va ouvrir là les ventes là dans quelques jours. Je l'annonce, comme ça c'est fait, qui va s'appeler le CFA Festival, le Comedy Festival africain. Il n'y voit rien d'autre comme suggestion. Et CFA c'est le Comedy Festival africain, c'est tout. Et donc c'est le festival CFA. Et donc on va avoir un grand plateau au Casino de Paris avec toutes ces grandes stars de l'humour africaine qui viennent en France. Et on aura aussi tous ces humoristes qui vont jouer leur solo dans des théâtres un peu partout à Paris. Ça va durer 15 jours, je crois. Et on va faire même une petite tournée, mais des 5, 6, 7, 8 plus grosses villes en France, avec le plateau des humoristes africains. Et j'invite vraiment, et je fais pas mon truc des magots, j'invite vraiment les personnes qui n'ont pas forcément d'origine africaine à venir découvrir ces mecs, parce que c'est fascinant d'avoir des gens qui parlent ta langue et qui ont vécu des choses similaires, mais qu'ils le voient d'une autre manière. C'est une autre manière de voir la vie avec la même langue et pas mal de références communes. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. 3 bouquins à conseiller. 3 bouquins à conseiller. Happy Hour à Mossoul. Les éditions, c'est Michel Lafon. C'est un 3 bouquins. Faut quand même lire, je crois, le livre de mon copain Éric Antoine. Je fais un peu de corporate parce que le bouquin est plein de poésie et très chouette. Et le titre je ne sais plus le titre. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. Je ne sais plus le titre. Il va me buter. Attention, il en a sorti qu'un. Et là, je crois qu'il va me buter. Je crois que c'est pas le premier qui sort. Mais bon, c'est le dernier qui vient de sortir. J'ai plus le titre en tête. Le 3e Plus fort la vie de Philippe Croison. Et comme son nom l'indique, pas mal pour lire un truc qui peut être triste et qui est en fait vachement positif. Tu vois des trucs à rajouter? Non, moi ça me va. Alors il faut laisser un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Quand quelqu'un vous dit que ça n'est pas possible, demandez-lui toujours pourquoi. C'est hyper important. Parce que quand tu demandes pourquoi, souvent, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de raison. C'est juste une peur qui est transmise et on te dit ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que... Et souvent, on comprend qu'il faut faire ce qu'on nous déconseille de faire. Jérémy Ferrari, merci. Mais merci à toi, à vous.